Merci à tous de votre attention éventuelle à cette présentation, puisque je sais que c'est pas mal en rafale que tout se met en place ce matin. Alors, j'aimerais simplement dire un peu, comme Gina l'a mentionné, elle travaille avec quelqu'un d'autre et moi aussi, donc avec Charlène Bélanger, qui est doctorante sous ma direction, et celle de Patrick Chartrand ici. Charlène s'intéresse donc aux questions d'éducation non formelle en contexte scientifique et dans la classe aussi. Donc, ça donne lieu à un ensemble de travaux et de préoccupations, de réflexion et d'analyse qui portent sur le contexte d'éducation non formelle et aussi les contextes scientifiques précisément, donc les ressources muséales notamment. Charlène est à Berlin, donc elle ne peut pas être ici, mais je dois vous assurer qu'elle a beaucoup contribué à cette présentation. Et donc, nous avons cette présentation que je vais vous faire moi, et je dirais l'état d'avancement de nos réflexions et des éléments que nous sommes à poser, en fait, ensemble, dans le cadre des travaux du Centre R. Et en fait, je dois vous dire que nous pédalons beaucoup. On espère éventuellement avoir aussi un bravo, vous avez fait vos devoirs comme c'est demandé, mais pour l'instant, on est encore en train de réfléchir à toutes ces questions. Il nous reste un an. Ah d'accord, super. Donc, il y a de l'espoir. On a intitulé notre présentation « Modèle théorique émergent en éducation muséale ». Nous allons faire quelques constats et analyses, en fait, de ces modèles qui émergent dans le champ de l'éducation muséale, qui est un champ, dans le fond, qui est connecté, ni plus ni moins, avec l'éducation non formelle, l'action culturelle, l'animation et la médiation. Il y a aussi, dans le fond, le père de l'interprétation, Freeman Tilden, qui était un environnementaliste très important, qui, avec, le nom m'échappe, son ouvrage, Interpreting Our Heritage, donc l'interprétation de notre patrimoine, a été quelque chose, dans le fond, de fondamental et qui s'est, je dirais, qui a fait tache d'huile dans les musées ici au Québec particulièrement, puisqu'on a intégré directement le concept d'interprétation à même les expositions, donc à même la façon de mettre en œuvre les expositions dans le champ muséal. Donc en fait, si on regarde un peu justement ces fonctions qui sont dévolues au musée très rapidement, recherche, préservation et communication, et la communication va se déployer principalement, pas uniquement, mais principalement sur deux volets, dans les expositions et les programmes éducatifs. Donc, quand on aborde aussi cette question, vous allez voir qu'il existe dans le champ qui m'occupe plusieurs éléments qui restent un peu flous du point de vue conceptuel. Par exemple, l'éducation muséale. Qu'est-ce que c'est? À quoi renvoie donc cette éducation dans les musées? On a des musées d'art, en fait des musées de sciences, des musées d'histoire. Donc, si on essaie de resserrer plus en contexte scientifique, on va trouver plusieurs exemples, notamment les musées de sciences naturelles, musées des techniques, les centres de sciences, les parcs zoologiques, les aquariums, jardins botaniques, centres d'interprétation, les parcs nationaux. Donc, on peut s'imaginer dès à présent que tous ces équipements scientifiques et patrimoniaux vont décliner des programmes et des expositions, en fait, qui peuvent varier. Alors, vous voyez aussi, bon, si on quitte un peu l'aspect du flou conceptuel, on est face à une variété, une panoplie d'approches, en fait, qui vont se réclamer de différents éléments. Et ce que l'on va essayer de regarder, ce à quoi on s'attache à réfléchir, c'est dans le fond, quels sont les éléments, les valeurs, les philosophies, les modèles théoriques qui sont sous-jacents, donc de ces pratiques que l'on peut voir dans le champ de l'éducation muséale. Alors, on va commencer justement à regarder rapidement une typologie des musées de sciences. Donc, comment justement c'est présenté, comment c'est communiqué la science dans certains contextes et à certaines époques. Ceci dit, cette chronologie, dans le fond, oui, il y a une chronologie. Je ne veux pas dire qu'il y a progression nécessairement, mais il y a certains temps forts dans la manière de présenter donc, des expositions scientifiques. Et on peut identifier 4 générations principalement. Ceci dit, ces générations de musées scientifiques peuvent se retrouver actuellement. Elles peuvent être aussi couplées entre elles et être dans le fond des formes hybrides de présentation. Donc, on a un premier modèle, notamment qui va viser donc, les musées de sciences naturelles où on a je dirais, ce lien entre l'éducation, la formation, la recherche souvent et la présentation. L'exemple du musée Ashmolean de l'Université d'Oxford en est un bon exemple, en fait, dans la mesure où les collections sont mises ou sont constituées au sein même de l'université.
Donc, on trouve dans des établissements d'enseignement, ni plus ni moins, des musées à part entière, et ce sont des musées particulièrement de sciences ou d'histoire naturelle. Alors, la deuxième génération va appeler, dans le fond, toute cette interactivité expérientielle. Donc, le moyen, c'est de faire entrer en contact physique et sensoriel avec des phénomènes naturels. Donc, c'est ce que l'on va proposer aux visiteurs, ni plus ni moins. On a quelques exemples ici, notamment l'Exploratorium de San Francisco ou l'Ontario Science Center, plus près de nous, le Centre des sciences de Montréal, en fait, avec la salle Sciences 26. Toute la question de l'exploration et le fait d'entrer en relation avec des dispositifs qui sont conçus pour, dans le fond, montrer qu'est-ce que la science ou quel phénomène scientifique, dans le fond. Donc, on n'est pas nécessairement sur l'outil scientifique ou sur un instrument de science, mais davantage sur un dispositif qui va démontrer un phénomène scientifique. Et la manière dont on propose, dans le fond, cette présentation, c'est d'entrer en interaction, ni plus ni moins, avec le dispositif particulièrement. Le but de ces présentations, c'est une meilleure compréhension des lois de la nature, notamment, et aussi, comme je l'ai mentionné, des phénomènes scientifiques. On identifie une troisième génération, les expositions point de vue. Ces expositions vont viser, dans le fond, à présenter plusieurs points de vue, des opinions, des réflexions, des analyses de certaines personnes, voire éventuellement peut-être des théories ou même des perspectives. Et le but, c'est de favoriser du sens, en fait, la construction de sens. Alors, ces exemples-là, en fait, on en a dans certaines expositions à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, par exemple. Ce sont, dans le fond, des environnements souvent immersifs. Donc, on entre dans une exposition et là, on voit, dans le fond, des éléments qui arrivent à nous toucher et à nous sensibiliser sur certaines approches, en fait, ou certaines questions qui peuvent être des questions sensibles ou des questions. Les expositions participatives, en fond, font partie de ce que l'on a répertorié comme étant, dans le fond, une quatrième génération d'expositions scientifiques qui peuvent être présentées. Et en fait, je vous dirais que quand je dis on a répertorié, c'est documenté aussi, c'est Davalon et puis McManus, en fait, qui ont identifié ces typologies-là. Mais ce sont des typologies que l'on voit et que l'on constate par les différentes pratiques. Donc, le moyen ici, c'est de favoriser les interactions avec ou entre les visiteurs. Et durant la conception d'une exposition, par exemple, je vais donner, j'ai illustré en fait cette philosophie-là par un exemple très concret où des enseignants de sciences au secondaire ont été appelés avec, dans le fond, un centre muséopédagogique qui était développé par le Musée de la civilisation à Québec, à participer au développement, donc au développement de contenu, à la mise en œuvre de l'exposition scientifique qui s'est appelée Sciences en direct. Donc, en fait, ni plus ni moins, ces enseignants de sciences étaient des porte-parole de leurs étudiants, si l'on veut, de leurs élèves, pour arriver à savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser dans le cadre d'expositions scientifiques qui seraient présentées dans un musée de civilisation. Donc là, on n'est pas nécessairement dans un musée de sciences non plus, mais des expositions sur des questions scientifiques sont présentées. Avec, je dirais, une approche beaucoup plus sociale, en fait, ou en tout cas, qui vise à sensibiliser ni plus ni moins sur des questions particulières. Donc, on peut susciter le partage des idées en vue d'une prise de décision et peut-être éventuellement d'une action également. Plusieurs exemples, je vous en ai nommé un, donc il y a actuellement des discussions et des débats pour inclure le concept de responsabilité sociale au sein même des musées et des expositions. Alors, on voit dans le fond qu'il y a une forme de changement de paradigme, une forme de modification de la manière dont on conçoit, ni plus ni moins, les expositions et les programmes qui sont proposés au public. Alors, quand je dis des programmes qui sont proposés au public, je m'entends. Déjà, je trouve que c'est pas tout à fait juste parce que ce que l'on voit, en fait, il y a principalement deux courants dans le champ de la muséologie. Un courant qui s'appelle les nouvelles muséologies, mais qui sont plus finalement si nouvelles que cela, elles datent des années 70. Les nouvelles muséologies, 60-60. Les nouvelles muséologies ont voulu, dans le fond, aborder toutes les questions participatives au sein des projets muséologiques, mais je dirais même de manière plus large au sein de projets de communication sociale et culturelle. Donc, on fait participer ni plus ni moins les visiteurs, mais des visiteurs qui ne sont plus nécessairement visiteurs. C'est-à-dire que c'est un public, c'est souvent une communauté.
Si l'on pense à des musées de territoire, à l'écomuséologie, donc qui prend pour projet muséologique très large la communauté en tant que telle. Donc il y a cette forme en fait de redéfinition du public ou des visiteurs. Donc ça, c'est une forme en fait de responsabilité sociale qui peut être prise en compte dans les projets muséologiques. Il y a un autre élément qui, dans le fond, est ancré plus cette fois dans ce que l'on a appelé le tournant communicationnel dans les musées. Donc le changement de paradigme s'opère du point de vue justement de la communication. Donc ce n'est plus nécessairement la présentation ou la centration sur les collections et les objets, mais on va beaucoup plus axer, dans le fond, les interventions et les actions sur les publics. Donc, cette idée de placer le visiteur au centre même des projets muséologiques, et ceci au sens large, devient, dans le fond, un constat que l'on peut, dans le fond, c'est ça, un constat que l'on peut observer actuellement. Donc, la responsabilité auprès des visiteurs, mais aussi au sein des sociétés desquelles ils font partie. Donc, notamment, cette responsabilité-là, et ces projets sont susceptibles de devenir, les visiteurs, pardon, sont susceptibles de devenir des acteurs importants dans diverses sphères extérieures, la sphère sociale, culturelle ou politique. Donc, il arrive aussi que l'on voit que les projets muséologiques sont complètement imbriqués, dans le fond, à toute la question de la communauté et de la société. Et ça va donner lieu notamment, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard en fin de présentation, à toute la question de la muséologie citoyenne. Donc, c'est le citoyen qui est au cœur du musée et finalement qui est pris en considération. Donc, l'éducation non formelle dans les musées, au-delà de l'exposition, des expositions, comme je viens de relater trop rapidement, bien sûr, existe aussi des programmes éducatifs. Donc, ce sont des programmes qui visent à aller vers les visiteurs. Et Georgia Hein, en fait, a travaillé sur une conceptualisation de la théorie de la connaissance et de l'apprentissage. C'est un schéma qui est relativement classique, qui nous amène, en fond, à réfléchir à la façon dont pourraient se positionner les diverses pratiques que l'on peut relever dans les musées et les expositions. Je vais passer très rapidement sur le schéma, dans le fond, théorique et conceptuel, puisque je vais l'élaborer avec certains exemples. Simplement vous rappeler que les différents chiffres sont positionnés et que je vais donner un exemple relativement, dans le fond, à l'illustration, si l'on veut, de ce schéma, où, ni plus ni moins, il dit que la connaissance existe à l'extérieur de l'apprenant, dans un pôle. Ici, dans le fond, c'est que toute la question de l'apprentissage est construite par l'apprenant, que ce soit dans le fond de manière individuelle ou socialement. Et puis ici, dans le fond, on a toute la question, dans le fond, ici, de la théorie de l'apprentissage et de la connaissance. Voilà, comment tout ça s'illustre, notamment par des pratiques éducatives de type transmission ou absorption. Donc, on est vraiment 2 minutes, c'est vraiment cruel. Alors, des visites, dans le fond, guidées, des conférences, c'est ce que l'on peut voir, en fait, où le médiateur est vraiment dans une position de transmission de connaissances. Bon, je vais y aller rapidement. Les pratiques éducatives qui sont davantage, dans le fond, rattachées à un courant behavioral, là, on se fait dans un type stimulus-réponse. On a, par exemple, des audio-guides avec des applications. Ici, finalement, des questions-réponses qui nous amènent à un autre élément. Ce sont des dispositifs que l'on voit dans les musées et les expositions scientifiques. Ensuite, de type découverte, donc les salles de découverte des animations, le Biodôme de Montréal, entre autres, avec ses salles de découverte, a réellement beaucoup, en fait, travaillé sur ces questions-là. On voit aussi des animations interactives de démonstration, mais le visiteur est réellement appelé à mettre la main à la pâte. En fait, là, il y a aussi un schéma, en fait, des chercheurs qui ont travaillé, Falk et Durkin, sur justement un modèle contextuel de l'apprentissage en milieu muséal. Et donc, ce modèle va prendre en considération plusieurs contextes personnels, socioculturels et physiques, et va, dans le fond, à travers le temps, construire cette question de l'expérience de visite, justement, dans un temps qui risque de modifier, finalement, cette expérience. Donc, ce sont des pratiques éducatives de type constructiviste dans cette perspective. Je dois passer ultra rapidement pour dire simplement qu'on a aussi des approches participatives, collaboratives. Pour l'instant, et l'aboutissement de notre réflexion en est là, c'est-à-dire que ce sont des pratiques émergentes que l'on a notées
en fait, autour des musées, des équipements aussi patrimoniaux. Alors, là, ici, il s'agit d'identifier et analyser les pratiques participatives et collaboratives. Et pour ce faire, dans le fond, à l'aide de plusieurs exemples que l'on a relevés, vous pouvez voir ici, là, à la gauche, en fait. Donc, à l'aide de ces exemples-là, on essaie de voir quelle est la philosophie éducative sous-jacente à ces approches. Donc, bien entendu, ça m'amène à rattacher tous ces éléments conceptuels au travail préalablement réalisé sur la question de la muséologie citoyenne, c'est-à-dire justement que cette idée que le musée va prendre en considération les publics, mais une vision, dans une visée finalement, de participation et de définition même du projet muséologique dans une perspective de communication culturelle, mais là, en fait, définie de manière très, très large. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que l'on voit l'ancrage, notamment avec les travaux du Centre R, qui éventuellement, bien entendu, seront à définir et à préciser. Les étapes à venir, donc, répertorier les pratiques éducatives en lien, peut-être de manière plus spécifique avec des intentions liées à l'éducation relative à l'environnement dans les musées scientifiques. Ensuite, faire une classification de ces pratiques et éventuellement peut-être les rattacher à des courants ou des concepts théoriques. Certains ont déjà été identifiés dans le champ de l'éducation muséale, mais bien entendu, il doit y en avoir aussi d'autres à identifier. Voilà. Merci.